Le mercredi 7 janvier, dans la ville de Minneapolis, donc Minneapolis de triste mémoire, c'est la ville où George Floyd avait déjà été tué en 2020, eh bien il y a eu un autre meurtre qui a été fait par la police, à savoir Renée Nicole Goode, une mère de famille de 37 ans qui a été tuée par des agents de l'ICE, donc la fameuse police de l'immigration. Je précise tout de suite que nous ne regardons pas la vidéo. J'entends la nécessité de faire preuve au sens où l'administration Trump, on va en parler, a contesté la version officielle et la vidéo fait office de source qui montre que regardez, il s'est passé ci, s'est passé ça. Cela dit, je considère qu'il n'est quand même pas normal que l'on repartage aussi intensément, sans prévention, sans aucun trigger warning, des images de meurtre. Montrer la vidéo de loin où on voit l'agent qui tire pour montrer qu'il n'était pas en danger et dire regardez, dans cette situation-là, il n'y avait absolument aucun risque pour sa vie, donc c'est un meurtre. C'est une chose. Passer le premier temps, c'est-à-dire de circulation de la vidéo entre les personnes, donc sur la première journée, c'est un peu normal que ce soit le bordel, ça circule très vite. En fait, la vidéo, elle va être analysée par des médias. Moi, je pense qu'on peut faire confiance à des médias indépendants pour s'occuper de l'analyse de la vidéo sans avoir besoin de regarder la vidéo nous-mêmes. Donc voilà, donc je précise, on ne regardera pas la vidéo et je pense que si vous voyez des gens qui la repartagent un peu trop intensément dans les jours qui viennent, vous êtes en droit quand même peut-être de leur dire est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce que c'est pas possible à la place de citer un média ou des articles qui en parlent et de redonner un peu de la valeur à la source médiatique et de pas dire ah la seule manière de vérifier ça c'est d'aller regarder la vidéo moi-même et d'en faire l'analyse moi-même. Que s'est-il passé ? Les faits se sont produits sur Portland Avenue dans la ville de Minneapolis où environ 2000 agents de l'ICA étaient mobilisés pour mener des opérations ciblées. Selon les images analysées et authentifiées par la presse américaine, un véhicule, une Honda Pilot Bordeaux conduit par Renée Nicole Goode a été bloqué par plusieurs agents fédéraux. Pourquoi spécifiquement Minneapolis ? Parce que c'est une ville extrêmement ciblée par l'administration Trump en raison de la communauté somalienne qui s'y trouve. Et en fait, Trump a une obsession pour les immigrés et les exilés venus de Somalie. Et en fait, il veut absolument, on va dire, contrôler cette communauté selon ses termes, la harceler, si vous voulez mon avis. Et ça faisait un certain temps que les autorités de la ville et de l'État alertaient pour dire attention, vous êtes en train d'envoyer de plus en plus de gens armés, soi-disant pour gérer des problèmes d'immigration, mais en réalité pour harceler tout ce qui n'est pas une personne blanche. Ça escalade à chaque fois, il y a de plus en plus de problèmes, ça va mal finir. Et ça a mal fini, Deux agents s'approchent de la conductrice et lui ordonnent de sortir de la voiture. L'un d'eux tente d'ouvrir la portière côté conducteur et passe la main par la fenêtre. Un troisième agent se place devant la Honda, relate le New York Times, alors que le véhicule semble commencer à s'éloigner, des coups de feu retentissent. L'agent devant le véhicule, près du phare côté conducteur, sort son arme et tire sur la conductrice, continuant de tirer même lorsque le véhicule le dépasse. La voiture en percute une autre garée quelques mètres plus loin. Sur une vidéo prise sous un autre angle, on entend les agents de l'ICE refuser à un médecin l'accès à la victime. On a une personne en voiture, des agents des forces de l'ordre qui l'entourent, la personne redémarre doucement, il semble pas y avoir de danger pour qui que ce soit. Là, un agent sort son arme, prétextant plus tard avoir été que la voiture lui est foncée dessus. Trump a dit on ne sait même pas comment il est vivant, il n'a survécu que par chance. En réalité, les images, du coup, je les ai vues. Clairement, il y avait de danger pour personne et vraiment aucun danger de quelque manière que ce soit. Le type vide son arme sur la conductrice qui va s'écraser dans une voiture en face. Là, un médecin arrive. La personne est neutralisée techniquement. Elle ne représente aucun danger, elle ne représentait aucun danger. Mais si on se place du point de vue de l'ICE, on peut pas se dire qu'au moment où elle a pris toutes ses balles et où elle est en train de mourir dans la voiture, elle représente encore un danger. Et les agents refusent en fait le droit au médecin de venir, ne serait-ce que peut-être tenter de sauver la personne en disant, je crois que la phrase exacte c'est « Qu'est-ce que ça peut bien me foutre ?» a répondu l'agent quand le médecin a voulu accéder à la voiture pour essayer de la sauver. Petit point sur l'ICA parce que je crois qu'ils en parlent pas dans l'article. L'ICA en fait n'a pas été créé par Trump parce que j'ai vu beaucoup de gens dire ça sur Insta, etc. En fait, l'ICA c'est une police de l'immigration qui a été créée après le 11 septembre. Il faut comprendre qu'il y a un contexte
dans sa création, qui est celui de ces fameuses lois d'exception. Vous savez, ces lois qu'on passe dans les moments d'urgence où il y a une énorme émotion nationale après un attentat et tout le monde est en mode « Ah mon Dieu, c'est affreux, regardez ce qui vient de se passer, il faut faire quelque chose ». Pour l'avoir vécu plusieurs fois, à chaque fois qu'il y a un attentat, un truc comme ça, et que tu ne vas pas dans le sens de ces politiques-là, tu joues vraiment même contre des gens de ton camp. Il y aurait peut-être des gens sur ce chat, si on vivait un moment comme celui-là, qui viendraient m'engueuler, me dire « Mais quoi Mathieu, mais tu oses dire ça, machin, etc. » Sauf que les jalons qu'on pose dans ces moments d'émotion, on en paye le prix plus tard. Et c'est ce qui s'est passé avec, du coup, l'ICA, donc créé le 11 septembre, qui a été ensuite un instrument parfait pour Trump, qui a vu le moyen d'institutionnaliser sa xénophobie. D'un seul coup, il a trouvé dans l'appareil juridique et dans l'appareil répressif des États-Unis quelque chose qui pouvait correspondre en tout point et qui n'avait pas besoin de fabriquer, parce que ça l'était déjà, à ses volontés xénophobes et à ses volontés de harcèlement des communautés migrantes aux États-Unis. Et c'est pour ça que lors de sa première élection, il a énormément renforcé l'ICA, et dans sa deuxième élection, donc depuis 2025, il a poussé la logique au maximum en la rendant de plus en plus agressive. L'ICA en 2025, c'est 327 000 expulsions recensées par l'État. C'est juste énorme, et sur une année, hein, et ça ne va aller qu'en empirant, si on en croit ce que dit Trump. Hein. Après la fusillade, plusieurs versions se sont affrontées sur le déroulé du drame. Dans son communiqué, le département de la sécurité intérieure décrit une version dans laquelle des émeutiers ont commencé à bloquer les agents, et l'une de ces émeutières violentes a transformé son véhicule en arme, tentant de renverser nos forces de l'ordre dans l'intention de les tuer. Un acte de terrorisme intérieur. Un agent de l'ICA, craignant pour sa vie, pour celle de ses collègues et pour la sécurité du public, a tiré des coups de feu en état de légitime défense, poursuit le texte. Une version endossée et résumée par Donald Trump, selon qui l'agent de la police de l'immigration semble avoir tiré en légitime défense après que René Nicole Goode a, selon lui, tenté de l'écraser violemment et volontairement. La situation est en train d'être étudiée, mais si cet accident survient, c'est parce que la gauche radicale menace, agresse et cible quotidiennement les forces de l'ordre et les agents de la police de l'immigration, a poursuivi le milliardaire dans une sortie typique de son goût pour le clivage, quel que soit le tragique de la situation, sur son réseau True Social. Le maire de la ville, Jacob Frey, a qualifié de foutaise les versions fédérales concernant la fusillade et a enjoint l'ICA à foutre le camp. Dans la foulée, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, ex-candidat à la vice-présidence en 2024, a exhorté les habitants à manifester pacifiquement. Ne croyez pas à cette machine de propagande, a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux, et d'ajouter lors d'une conférence de presse: cela fait des semaines que nous alertons sur le fait que les opérations dangereuses et sensationnalistes de l'administration Trump constituent une menace pour notre sécurité public. Premier point, du coup on comprend un petit peu la circulation de la vidéo, hein, je le redis. Évidemment que quand il y a eu ces discours de Trump, il y a eu une volonté de contrer ça en faisant circuler la vidéo, en disant mais attendez, vous pouvez pas regarder ça et croire ce qui est dit. Il n'y a pas d'émeute, il n'y a pas une volonté émeutière de la part de la victime, elle est pas en train de foncer en hurlant ah je vais vous tuer ou je sais pas quoi. Tout ça est une déformation de la réalité. Ils ont copié les éléments de langage du ministre de l'Intérieur avec Naël. Ouais, on pourrait, Clovin, tout à fait faire un parallèle avec justement la manière dont en France on a justifié la mort de Naël après qu'il ait été tué par un policier. Je trouve ça assez intéressant parce que on voit quand même des dynamiques qui nous choquent parfois quand c'est à l'international. Il y a quand même une couverture de l'affaire assez forte, mais tu te dis, mais en réalité, Trump est certes plus exubérant dans sa manière de communiquer, plus bouffon, on pourrait dire, mais en réalité, sur ce qui est en train de se produire et ce qui se produit en France, alors bien sûr, il y a des écarts, on n'en est pas au niveau des camps créés par l'ICA, etc., on va parler de tout ça plus tard, hein. Mais est-ce qu'on est si loin que ça du Trumpisme, notamment par exemple sur le jeu sur la vérité. Souvent, quand je parle de fake news et de trucs comme ça, on me parle de Trump, on me parle de Zemmour, on vient me dire « Ah oui, t'as raison, putain, regarde Zemmour, les fake news, machin, etc. » Mais moi, la première personne à qui je pense en France quand je pense fake news, quand je pense désinformation, c'est la Macronie. Moi, je pense que la Macronie a, depuis le départ, jouer sur les lignes du vrai avec vraiment une intensité rarement atteinte. Et aujourd'hui, tu vois, on a l'impression en France que les fake news, comme le complotisme ou ce genre de choses, d'ailleurs, n'appartiendraient qu'aux marges, n'appartiendraient qu'à la complosphère, n'appartiendraient qu'à l'extrême droite. Et en fait, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je trouve que vraiment, si on a des gens qui sont le ciment aujourd'hui de la désinformation, c'est d'abord, en fait, du côté du néolibéralisme. N'exotisons pas ce type de violence, n'exotisons pas ce type de discours en les renvoyant à quelque chose qui serait très très différent de chez nous, vous savez, en mode ah mais c'est les ricains, haha, oui bon ils sont bizarres mais ils sont pas comme nous, bien sûr. Si on enlève la bouffonnerie de Trump qui donne toujours l'impression que c'est
plus fort là-bas. Moi, je trouve qu'on est quand même sur des types de discours et des types de justifications qu'on a connus. Vous prenez l'affaire Cédric Chouviat, vous regardez les discours politiques, vous regardez la gestion politique de l'affaire, malgré les images vidéo, malgré l'évidence explicite de la gravité de l'action policière, etc. Vous avez quand même quelque chose qui ressemble assez violemment à ce qu'on a vu à Minneapolis là, hein. Depuis son investiture en janvier 2025, Trump, le milliardaire républicain, a fait de la lutte contre l'immigration clandestine l'un des axes principaux de sa politique intérieure. Les agents de l'ICE ont été déployés dans de nombreuses villes, majoritairement démocrates, Chicago, Seattle, Minneapolis, avec des moyens considérables. Depuis son retour à la Maison-Blanche, quelques 70 millions de dollars ont été dépensés pour le fonctionnement de cette agence fédérale dans les catégories armes légères, munitions et accessoires. L'été dernier, la police fédérale de l'immigration a lancé une vaste campagne de recrutement, attirant environ 10 000 nouveaux agents, suscitant des craintes sur leur manque d'entraînement. À plusieurs reprises ces derniers mois, des personnes sont mortes, souvent accidentellement, en tentant d'échapper au contrôle. Il faut dédiaboliser l'autre. Il faut arrêter de faire de l'autre quelqu'un qui serait en fait une espèce de monstre qui voudrait absolument faire le mal. Il faut arriver à comprendre, et ça c'est super difficile, que les gens qui font du mal, les gens qui tuent, ils suivent en fait une boussole morale qui est différente que de la vôtre, mais au fond, eux pensent agir pour les bonnes raisons, que eux, ils ont l'impression de ne pas faire quelque chose de mal. C'est la fameuse banalité du mal de Hannah Arendt, c'est la manière dont il y a une structuration idéologique qui va se mettre en place dans un État, dans un pays, etc., qui va profondément changer les représentations et les manières de réfléchir des gens, au point qu'à un moment donné, en fait, ils ne vont plus voir, par exemple, certaines personnes comme des humains. J'ai parlé de groupe à risque tout à l'heure, c'est très important la notion de groupe à risque pour comprendre ça. C'est en fait le moment où un groupe de personnes dans un pays va être ciblé par des discours médiatiques, va être ciblé par des discours politiques qui vont dire en permanence: ah mais attention, ce groupe-là il est dangereux, attention, ce groupe-là il est violent, ils sont responsables de tout, c'est eux les meurtriers, c'est eux les violeurs, c'est eux qui font les attentats, etc., etc. Ça, on l'a vécu il y a pas si longtemps, par exemple, avec les personnes musulmanes en France, avec l'islamophobie rampante qui a explosé dans le pays, et où on a vu comme ça les personnes musulmanes devenir un groupe à risque dans tous les discours, et on nous dit: ah, les attentats, bah, c'est qui? Voilà, c'est les musulmans, les violences, c'est qui? C'est les musulmans, le trafic de drogue, c'est qui? C'est les musulmans, etc., etc. Ce qui est faux, hein, et qui ne s'appuie sur rien, mais qui crée une représentation collective, et cette représentation collective, elle a un effet. Bah, c'est que pour les gens, en fait, à un moment donné, dans leur croyance, dans leur représentation, ils ne vont plus voir les personnes musulmanes comme des humains. Ils vont les voir comme une menace, comme un risque, comme quelque chose de dangereux pour eux. Il y a une construction sociale du risque qui fait qu'à ce moment-là, la déshumanisation se met en place. On ne regarde plus des gens comme étant des gens, on les regarde uniquement du point de vue d'un danger qu'ils représenteraient pour nous, pour les gens qu'on aime, et on se dit: ah, ces gens-là, il faut s'en prémunir, il faut faire quelque chose. Et quand ces contextes politiques et médiatiques ils sont mis en place, quand la propagande a fonctionné, quand la déshumanisation est en place, et bien en fait, vous avez des gens qui pensent agir pour le bien et qui font des choses absolument horribles. Ça n'excuse rien. On a la responsabilité morale finale de ce qu'on fait. Quand t'appuies sur la gâchette, t'appuies sur la gâchette. Quand tu tabasses un gosse, tu tabasses un gosse. Par contre, il y a une mécanique qui va au-delà d'une forme de méchanceté. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais le point qui m'intéressait, on va finir sur ça, c'est la question de l'indignation internationale et collective vis-à-vis de la mort de René Good. Parce que justement, cette police de l'immigration, bah, elle en est pas à son premier mort. C'est pas la première fois que des choses terribles arrivent, mais c'est la première fois que je vois sur tout mon fil Instagram des gens montrer les images, être à ce point indignés. Je sais pas si vous avez la même impression de votre côté, en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça. Il y avait quand même cette impression que quelque chose de différent s'était produit cette fois-là. Je notais Le Monde qui a fait un petit article dans lequel ils ont résumé pourquoi cette affaire avait un écho différent. Le Monde cite 3 raisons. C'est pas les miennes, hein, c'est celles du Monde. 1, ils disent d'abord à cause du profil de la victime, qui est une américaine de 37 ans, blanche, originaire de Colorado, mère de 3 enfants, bien loin de la communication de l'ICA qui prétend pourchasser le pire du pire, publiant régulièrement des photos d'individus étrangers arrêtés à la mine patibulaire dotée d'un casier judiciaire interminable. 2, à cause de la vidéo de la scène, dont la diffusion instantanée sur les réseaux a généré une immense émotion à travers tout le pays. Enfin, parce que les coups de feu ont eu lieu à quelques rues de l'endroit où George Floyd a été tué en 2020 par un policier de Minneapolis, provoquant l'un des plus grands mouvements sociaux du pays depuis les années 60. Donc effectivement, je pense qu'il y a quand même circonstanciellement quelques éléments, le fait que ça arrive vraiment, je crois, à 2 km de là où George Floyd a été tué, le fait que la scène soit filmée, mais faut bien le dire, à un moment donné, on a quand même un peu un biais raciste avec ce profil de bonne victime dans le traitement de cette information, où en gros, quand les violences se retournent envers des personnes blanches,
blanche, qui plus est citoyenne, qui plus est qui rentre dans les cases, on va dire, de la respectabilité sociale, à savoir mère de famille avec des enfants, etc. D'un seul coup, il y a beaucoup plus d'indignation que si dans les mêmes circonstances, la victime avait été un homme célibataire, racisé, par exemple. Il y a un surnom pour ça qui est le Missing White Woman Syndrome, qui dit en gros que on traite beaucoup plus et très différemment la disparition d'une femme blanche quand on parle simplement d'une disparition aux USA que d'une femme racisée, que dans exactement les mêmes circonstances, si une femme blanche disparaît de son quartier et si une femme noire disparaît de son quartier, eh bien il y aura un traitement médiatique hyper fort répété tous les jours pour parler de la femme blanche, et il y aura un édito en fin d'émission pour parler de la femme noire si on en parle. Ce biais raciste du traitement de l'information, il est indéniable, et cependant moi je pense qu'il y a un point à ajouter concernant le cas à René Nicole Goode. Bon, évidemment il y a le temps médiatique qui est que bon, il y a eu le Venezuela il y a quelques jours, il y a une attention, tous les projecteurs sont braqués sur Trump, son administration, et donc quand un événement comme celui-là survient, ça va créer, je pense, un appel d'air qui a forcément fait que l'affaire a été peut-être plus vue ou plus discutée que ce que ça aurait été dans un autre moment médiatique à une autre période. Mais je pense que c'est aussi parce que cette affaire-là, elle raconte quelque chose d'un décalage de l'exception juridique. Dans nos États, nous ne sommes pas réellement dans des espaces où nous vivons selon les droits de l'homme. Ça, c'est Hannah Arendt qui l'explique assez bien. Elle explique qu'en réalité, il n'y a que les droits du citoyen, et dans certaines marges, ce droit-là ne s'applique pas. Ça veut dire que si on était dans un monde où les droits de l'homme existaient en tant que droits de l'homme, toute personne aurait les mêmes droits. Il n'y aurait pas ces questions de citoyenneté. Une personne qui rentre sur le territoire bénéficierait de facto des mêmes droits qu'une personne citoyenne. On ne créerait pas de distinction entre les uns et les autres. En réalité, si on regarde bien nos États, on se rend compte qu'il y a toujours des espaces où le droit ne fonctionne pas de la même manière que dans d'autres endroits. C'est les fameux espaces de l'exception juridique. C'est des espaces où la loi, la justice, elle ne fonctionne pas selon son propre principe. Il y a une phrase connue en sciences politiques qui est de dire que, en fait, le pouvoir souverain, le pouvoir de l'État, c'est de décider qui il peut exclure du droit commun, qui on peut enlever du droit qui est le droit appliqué à la majorité. Ça, c'est facile à comprendre, vous allez voir, ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais c'est facile à comprendre quand on regarde les camps, par exemple, de personnes migrantes. Selon nos principes légaux, il ne peut pas exister de zone où on entasse des gens comme ça, on les met en tas, sans qu'il y ait eu un jugement, sans qu'il y ait eu la possibilité pour elles de se défendre. Et donc en fait, on va créer des espaces qui sont des espaces tout simplement où le droit ne s'applique pas. De la même manière, on parlait tout à l'heure de la BAC, des contrôles policiers violents. Eh bien, techniquement, la police n'a pas à se comporter de cette manière-là. Elle ne respecte pas certains grands principes démocratiques qui vont s'exercer sur certaines populations et pas du tout sur d'autres. Eh bien, ça, à nouveau, c'est des écarts au droit. Et donc, en fait, il y a cette idée donc de l'exception juridique. Il y a cette idée que, eh bien, dans certains espaces, pour certaines personnes, c'est normal que la loi ne s'applique pas de la même manière que pour les autres. Et en fait, ce qu'on voit dans des cas comme celui de René Nicole Goode, donc la femme qui a été tuée par l'ICA hier, ben en fait, c'est que la marge, elle va se déplacer. C'est que la norme où le droit ne s'applique plus, c'est un espace qui est en train de s'agrandir. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la marge se déplace, que la norme où le droit ne s'applique plus, elle est en train de s'étendre, et que le centre qui en est préservé, qui est ce pseudo-espace de la majorité qui n'existe pas réellement, en fait, il devient de plus en plus petit, concerne de moins en moins de personnes, et toutes les autres personnes, elles sont exposées, du coup, à l'arbitraire du pouvoir. Et on pourrait dire, dans un certain sens, que les basculements dans le totalitarisme, ils fonctionnent un peu sur ce principe-là. C'est jamais, à un moment donné, le totalitarisme, tu sais, comme ça, il y a un bouton rouge, et puis d'un coup, c'est la dictature. En fait, pour moi, le totalitarisme, c'est le moment où l'état d'exception, dont on devrait faire en sorte qu'il n'existe plus, mais qui existe de facto, et en fait, il est étendu, et à la fin, les gens qui en sont préservés ne restent plus que le dictateur lui-même à la fin de la fin, quoi. Et je dirais qu'une des tendances des luttes sociales et politique, ça doit toujours être justement de s'opposer à ces états d'exception, à ces espaces d'exception. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a une forme d'indignation qu'il faut prendre en compte, où l'exception, par exemple juridique, ça va être de dire on a le droit d'assassiner cette mère de famille, c'est pas grave, c'est ok. La police a le droit de faire feu dans ce cas-là. C'est une exécution extrajudiciaire qui ne respecte aucun des principes de la légitime défense, mais désormais, l'exception juridique s'est étendue, et donc dans cette situation-là, le tir est justifié. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, attention, il y a quand même des biais racistes inhérents au traitement médiatique de toutes les affaires de ce type. Faut pas se voiler la face non plus, mais ça donne aussi
d'autres billes à la compréhension aussi de ce qui fait aussi peur. C'est aussi, il y a quelque chose qui est en train de se décaler doucement. Au lieu de se décaler dans ce sens-là, c'est en train de se rapprocher, et le cercle des gens qui peuvent échapper à cet arbitraire du pouvoir devient de plus en plus petit. Hein.